Bienvenue à Réseau Danse. Bonjour et bienvenue à Réseau Danse en direct sur la radio des planches 100.1 FM et les podcasts, c'est sur l'échodesplanches.net en un seul mot. C'est donc la 6e saison et le 26e numéro de Réseau Danse, des rencontres organisées par le Centre de développement chorégraphique d'Avignon pendant le festival l'été. 129 invités sont déjà venus parler de leur spectacle depuis 2010, date à laquelle nous avons initié ce projet. Réseau Danse n'est pas une tribune critique, personne n'est là pour juger personne. C'est un endroit où les artistes peuvent présenter leurs spectacles qui sont à l'affiche pendant le festival. Un moment important dans ce maelstrom qu'est le off pour tirer son épingle du jeu et vous donner envie, à vous auditeurs, à vous public de la Calade, à vous professionnels, à vous journalistes d'aller voir ces spectacles de danse. Une édition de Réseau Danse plus courte que d'ordinaire, 1 heure, mais à un horaire choisi par notre partenaire la Maison Jean Villard et son directeur Jacques Teffani. 1 heure et 4 invités qui se produisent dans toutes les salles du off. Et charité bien ordonnée commençant toujours par soi-même, un petit tour vers le centre de développement chorégraphique avec Isida Mikani et la compagnie Akomaneve et son spectacle Daskino. Spectacle qui est présenté tous les jours du 10 au 20 juillet, relâche le 15 à 11h45 avec donc Isida Mikani et en alternance Benjamin Bach sur des musiques et des projections vidéo du célèbre Spike. Alors, chère Isida, vous êtes née en Albanie, on vous connaît, j'allais dire, surtout comme danseuse et particulièrement chez Caroline Carlson. Vous venez de reprendre le fameux solo Density 21.5, un chef-d'œuvre de la grande chorégraphe. Vous avez créé votre compagnie Akomaneve en 2003. Et on a commencé à parler de votre travail en 2009 avec Hana, H-A-N-A, un trio qui a reçu le prix du public du concours Reconnaissance, bien connu aussi de notre ami Bouziane Boutelja qui veille à côté. C'est la première fois que vous vous produisez à Avignon, Isida ? Oui, tout à fait. Alors c'est la première fois qu'on a eu la chance, vraiment le privilège de participer aux hivernales en plus avec un solo. Donc c'est vraiment un grand challenge pour nous et aussi une très très belle vitrine. Pour pouvoir vraiment montrer le travail non seulement aux professionnels mais aussi au public. Voilà, donc on est basé à Lille, donc dans le nord de la France, donc c'est vrai que c'est bien aussi de venir montrer notre travail dans le sud. C'est ça. Alors, le titre est un peu énigmatique et a beaucoup interrogé déjà les spectateurs qui viennent au CDC. Daskino, tu peux nous expliquer un petit peu ce qui se cache derrière ce titre ? Daskino, donc le cinéma, car pour ce solo-là, on a pensé vraiment, en tout cas on s'est inspiré de la symbolique des contes de fées et on voulait aussi parallèlement avoir une sorte de, on va dire, un solo qui faisait un peu cinéma. Avec des projections vidéo, etc. Et se montrer, en tout cas, mettre en scène le corps vivant, mais aussi avec des projections, pour notre part, qui sont en 3 dimensions, qui rappellent justement un petit peu le fantastique dans les contes, le côté un peu étrange aussi. Donc voilà, on voulait faire aussi un côté qui était un petit peu différent, en tout cas de tout le travail qu'on a fait jusqu'à maintenant. Voilà. Et donc, du coup, vous avez utilisé un gadget tout à fait étonnant qui vaut des selfies absolument extraordinaires de tous les spectateurs qui viennent au CDC, car ils se photographient tous avec ces fameuses lunettes 3D, qu'on voit plutôt dans les cinémas, mais rarement dans les spectacles et rarement en danse. Je crois qu'il n'y a pas beaucoup de spectacles, même peut-être c'est le premier qui alors, utilise ces je pense qu'il y a déjà des choses qui sont faites, en tout cas en danse ou dans le théâtre ou à l'opéra, avec des projections en 3 dimensions. Donc on a essayé d'équiper, enfin en tout cas on équipe le public avec les lunettes 3D parce que toutes les projections dans le spectacle sont faites en 3D. Et du coup, ça, comme je disais tout à l'heure, ça donne une ambiance, quelque chose de particulier. En tout cas, tout le spectacle, il est avec ces lunettes-là. Donc on voit à travers ces lunettes-là donc, le corps qui évolue dans cet espace. C'est étrange, je pense que ça donne aussi une autre façon de voir le corps, une autre façon de voir le mouvement et aussi une autre façon d'apercevoir l'espace. Et il n'y a pas sur le danseur quelques éléments qui permettent aussi d'être en 3D? Il n'y a pas un costume 3D, il n'y a pas de projection 3D qui le motive, qui le font apparaître différemment sur le plateau? Je pense que non, pour le danseur on est tout à fait en blanc.
Donc on prend aussi les projections qui arrivent, parce que tout est projeté sur du blanc, sur le cycle blanc et le tapis blanc. Je pense qu'ils se font quelquefois dans l'univers de ce qui est projeté. Après nous, notre point d'interrogation, c'est que nous, on ne voit pas en 3D, on voit à plat. Ah oui. Donc ça, c'est le privilège des spectateurs de voir vraiment en 3D, mais pas nous. Et alors sur l'écriture d'un spectacle comme celui-ci, tu commences par quoi? Tu commences par écrire la danse, tu commences par poser l'univers des images, comment ça se passe pour écrire un spectacle pareil? En général, en fait, pour tous les spectacles qu'on a fait jusqu'à maintenant, mais particulièrement pour celui-là, d'abord c'est la thématique qu'on choisit en premier, c'est-à-dire que voilà, je voulais vraiment travailler sur les symboliques du conte de fées, sans pour autant que ce soit un spectacle pour les enfants. Donc c'est vraiment une sorte de voyage initiatique, à l'intérieur un personnage qui se pose des questions, qui sur la maîtrise de ses pulsions, etc. Donc c'est vraiment un voyage comme ça. Donc c'est la thématique d'abord qui est choisie, et par la suite on commence vraiment avec une réflexion en parallèle entre le corps, c'est-à-dire les mouvements, les façons de comment on va engendrer justement ce voyage, la musique qui est faite vraiment pour le spectacle, qui est originale, et la vidéo également, donc c'est-à-dire toutes les images qui vont être à l'intérieur pour pouvoir apporter en tout cas les touches, on va dire, originales selon la thématique. Donc, et comme danseuse, du coup, d'avoir ce décor qui finalement, toi, tu n'as pas de lunettes quand tu danses, donc quelle impression ça fait sur scène? Parce que les projections sont donc vraiment présentes et puissantes sur le plateau. Il y en a des fois qui, quand on a les lunettes 3D, en tout cas, on se sent happé par des cathédrales, par des effets comme ça technologiques qui sont assez fous. Toi, comme danseuse, quand tu es sur le plateau, les lumières, ça te fait quel effet? Comment tu te repères pour créer ton parcours dans le spectacle? Alors c'est vraiment selon ce que j'ai vu, en tout cas en étant en dehors de la scène, justement tous ces volumes qui arrivent comme ça, c'est là où je me suis imaginé en fait ce que ça pouvait être à l'intérieur, et quand je suis à l'intérieur, c'est simplement au niveau de l'espace qu'il faut que je sois réglée par rapport à ce qui arrive, même si je ne vois pas, j'imagine et je sais ce que ça donne. Donc on essaye, même l'autre partie du miroir, on essaye de voir comment je peux être en collaboration avec ce qui se passe autour de moi. Ce n'est pas facile. Oui, parce que là, je pense que du coup, toi, tu vois pas du tout les éléments en 3D. Donc, pour nous, ce qui est un cube, une espèce de ligne en réalité, Absolument. parce que j'ai essayé d'enlever mes lunettes pour voir ce que ça donnait, parce que c'est vrai que c'est étrange. On est toujours attiré, on a toujours envie de voir si finalement c'est très utile. Parce que quand même, c'est un objet qui s'impose quoi sur le nez du spectateur. Donc, mais moi, j'ai vu que les spectateurs quand même gardaient bien ces lunettes sur le nez comme un objet nécessaire. Ils n'étaient pas gênés. Moi, personnellement, je n'étais pas tout à fait à mon aise, mais j'ai déjà des lunettes de vue. Alors, des lunettes sur des lunettes, c'était pas très agréable. Et du coup, c'est vrai qu'il y a aussi dans cette étrangeté une sorte d'humanité qui se dégage du travail à travers, effectivement, dans la pièce de l'histoire, on a quand même une dramaturgie qui s'installe complètement. Il y a toujours des histoires, et je trouve que tu fais toujours un pendant avec le langage. Tu travailles sur des textes qui sont pas forcément en français. Comment tu as composé la musique? Là aussi, c'est pareil, tu anticipes complètement, et après tu travailles la danse? C'est-à-dire qu'avec Spike, justement, toujours la musique, ça a toujours été aussi quelque chose de moteur. Tous les bruitages, la musique, par rapport justement à cette thématique qui est quand même particulière et qui a énormément, c'est très très vaste l'univers des contes. Donc on a essayé de voir tous les liens, parce que le récit, ça fait partie de l'oralité, etc., qui est quand même très présente dans le spectacle. Et le récit, ça a toujours fait partie justement de l'humanité depuis qu'on est ce qu'on est. Et justement, on a essayé de voir en anglais ou en français, de voir comment on peut même réciter ou raconter une histoire sans pour autant que les gens comprennent, mais simplement par l'intonation de la voix, par les bruitages qui arrivent, etc. Donc c'était vraiment, on a construit au fur et à mesure qu'on a fait aussi le corps. Donc c'était vraiment un mélange pratiquement en même temps, mais on a quand même lu beaucoup tout ce qu'il y a, les contes de Grimm, etc. Donc on a essayé de prendre aussi à l'intérieur les liens qui forgeaient tout le conte. Essayer d'être au plus précis, en tout cas pour être plus précis par rapport à notre idée à nous dans le spectacle.
Et dans l'avenir, tu considères que c'est un élément constitutif de ton vocabulaire et on va retrouver ce type de construction avec de la 3D dans des prochains spectacles, ou c'était juste une expérience à travers laquelle tu voulais tenter des choses et puis tu vas revenir à une forme plus traditionnelle, j'allais dire bien frontale, avec des vrais décors peints à la main à l'ancienne, ou voilà, comment on sort d'une certaine manière, ou est-ce qu'on en sort finalement de cet univers? C'est une très belle question. C'est vrai que depuis le début qu'on a commencé la compagnie, on a toujours eu donc ce mélange entre la musique, la danse et beaucoup d'images, hein, parce qu'on aime aussi beaucoup la photographie, etc. Donc maintenant qu'on a touché à ça, donc à la 3D qui est quand même très particulier, c'est très difficile d'en sortir aussi puisqu'il y a énormément de possibilités. Donc ce spectacle-là, il ne faut pas oublier que c'est un premier pas qu'on a fait vers la 3D. Donc évidemment, il y a énormément de choses à explorer à l'intérieur, que ce soit au niveau des thématiques ou même au niveau du fait comment on travaille avec la 3D, parce que c'est pas évident. Et je pense qu'il y a eu des personnes qui sont venues, etc. Donc ils nous ont aussi encouragés justement de continuer un petit peu de voir ce qu'on pouvait faire autre, de creuser encore plus et de voir qu'est-ce que ça peut donner aussi avec d'autres thématiques qui sont peut-être pas forcément, enfin qui sont moins évidentes que les contes, où l'univers est beaucoup plus fantastique et on peut trouver des choses. Et alors tout à l'heure tu parlais de ta région d'origine, en tout cas là où tu travailles, dans le Nord-Pas-de-Calais. C'est vrai qu'il y a quelques années on a reçu Mylène Benoît avec aussi un spectacle sur le rapport à l'image qui était assez appuyé. Est-ce que tu crois que c'est quelque chose qui est assez spécifique à cette région? Est-ce que le fait qu'il y ait beaucoup de recherches autour de différents pôles de création autour de l'image, voilà, est-ce que tu penses que vous avez une attirance particulière? Parce que c'est vrai que tout ce qui vient finalement de Belgique, des Pays-Bas, du nord de l'Europe, il y a toujours cette question de l'image, toujours ce point de vue comme ça sur la vision de la danse dans l'image. Probablement. Après, je ne sais pas si c'est vraiment typique du Nord, etc. Mais c'est vrai qu'il y a quand même beaucoup de collaborations aussi dans le Nord avec telle ou telle institution ou telle chose. Donc c'est vrai que pour nous, c'est vraiment, ça a toujours été, en tout cas jusqu'à maintenant, un partenaire, la vidéo. C'est vraiment, ça a été comme la danse, c'est-à-dire que ça fait partie vraiment de tous les spectacles. Donc c'est vrai que l'image, est-ce que ça nous donne quelque chose de supplémentaire? Est-ce que ça nous, des fois, restreint? Je ne sais pas. Mais en tout cas, par exemple, pour Anna, il y avait de la vidéo, mais c'était beaucoup plus abstrait, c'était plus quelque chose qui était de l'ordre des lumières, c'est-à-dire des projections simplement pour changer l'ambiance, et pas forcément des projections très très particulières comme dans Daskino, qui sont vraiment appuyées. Donc peut-être... Alors justement, dans l'avenir, tu prépares quelque chose? Il y a des spectacles en préparation, des créations, des nouveautés? Alors pour l'année prochaine, donc on fait beaucoup d'événements aussi avec l'Office du tourisme de Roubaix, donc partout dans la ville, hein, donc toute l'année prochaine de 2015 jusqu'en 2016. Donc on a beaucoup de rendez-vous avec justement l'Office du tourisme, avec plein d'édifices en tout cas où on va danser, on va s'appuyer justement sur ces monuments pour pouvoir construire quelque chose. Et du coup il y a aussi cette recherche après Daskino de continuer avec justement de travailler sur la 3D et le corps. Et aussi je souhaite continuer avec un spectacle pour les enfants, mais c'est en 3D cette fois-ci, sur un livre qui s'appelle The Giving Tree en anglais, l'arbre généreux, qui est l'histoire très simple d'un petit garçon et d'un arbre, et qui est tout à fait dans l'air du temps et qui nous pose plein de questions. Donc ça c'est vraiment l'avenir. Et dans ta prochaine pièce, il y aura plus de danseurs, parce que là aussi le rapport au solo, pour commencer à travailler sur ce type de matériaux, c'est plus facile, parce que je sais pas si tu avais un ballet de 8 danseurs à régler, tu t'en sortirais pareil ou Alors j'en ai fait avec pas mal de personnes. C'est très différent parce que c'est un rapport très différent. Je préfère quand je travaille avec beaucoup de personnes et avec les personnes qui sont en face de moi, quand je travaille avec moi-même, j'avoue. Car avec moi-même, il y a beaucoup plus de questionnements par rapport à ce que ça donne, on se questionne énormément. Et surtout, le positionnement par rapport au solo n'est pas évident non plus, parce que c'est vraiment un voyage personnel. Quand on travaille avec d'autres, on voit plus et on essaye de rentrer, justement de donner des petites clés qu'on ne peut pas avoir avec nous-mêmes, je trouve.
Eh bien, merci beaucoup, Issida Vicani. Voilà, c'est à voir au Centre de développement chorégraphique. Je l'ai dit, on ne fait pas de fausse générosité. On parle un peu aussi des spectacles qui sont présentés du 10 au 20 juillet au Centre de développement chorégraphique. 11h45, allez voir Daskino. C'est assez, c'est assez étonnant. 13h45. Ça, c'est les erreurs qui commencent à se glisser. Mais je devrais le savoir quand même. Voilà. Mais en tout cas, on est toujours en direct sur l'écho des planches. Merci Issida. Je sais que tu vas partir pour te chauffer parce que tu, évidemment, es sur scène dans quelques minutes. On a la chance d'avoir aussi sur ce plateau, en face de nous, Bouziane Boutelja, qui vient lui pour la seconde fois au Centre de développement chorégraphique, mais cette fois-ci il n'est pas venu avec sa bande, encore que, avec Réversible. On se retrouve, Bouziane Boutelja, car tu étais donc venu avec Altérité en 2012, que tu avais co-chorégraphié avec Coraline La Maison. Exact. Mais on peut dire qu'on avait commencé déjà à t'apercevoir dans d'autres compagnies, avec d'autres artistes. On pense à Kaderatou, avec des gens comme Olé Kamchanla, qu'on connaît bien ici, qu'on a déjà beaucoup invité. Ce retour à Avignon, ça se passe bien ? Ça se passe très bien, donc voilà, toujours un plaisir d'être ici, surtout aux hivernales qui pour nous est quand même c'est des hivernales qui est pour nous une belle vitrine et un endroit où on sait que les professionnels vont passer, le public sait qu'il y a quand même une sélection qui est faite, donc c'est quand même un avantage pour les artistes de revenir dans ces conditions très très agréable. Même si on est dans le off, on est quand même avec des conditions très particulières. Merci. Et c'est vrai que toi tu fais partie donc d'un dispositif de soutien avec la région Midi-Pyrénées. On en profite parce que bientôt la région Midi-Pyrénées sera associée à la région Languedoc-Roussillon. Je ne sais pas d'ailleurs quel nom elle va avoir, mais en tout cas on fait un petit signe à nos amis de l'écho des planches qui sont de là-bas. Donc du coup on verra comment ils s'appelleront à la rentrée prochaine. Justement on parlait du rapport à l'image. Là dans ton nouveau solo Réversible, on peut dire que on est gâté puisque j'allais dire presque tout l'univers visuel que tu as créé, c'est voilà, des projections d'images, c'est la présence quand même très forte et en grand écran, vraiment majestueuse, j'ai envie de dire, là aussi d'une dramaturgie cinématographique qui accompagne ta danse. Ça, c'est une chose que tu voulais faire tout de suite, hein ? Oui, c'est une chose qui est venue assez rapidement dans ma tête. Déjà parce que je travaille en collaboration étroite avec Jean-Louis Dougui qui travaille sur la matière vidéo. Mais c'est vrai que dès le départ, l'idée de partir sur un solo sans quelque chose de majestueux, justement, ça me paraissait un petit peu risqué, léger. Donc je me suis dit, il faut mettre de la consistance. Et la vidéo, pour moi, c'était la chose qui était le plus présente dans ma tête. C'est venu assez naturellement. Je travaille à l'instinct, donc instinctivement, la vidéo... Alors là, ce qui est assez magnifique dans ce travail, déjà, en dehors de ta présence et de ta danse, il y a plusieurs personnes qui l'ont déjà signalé. Cette pièce que tu as créée au festival à Toulouse, au CDC de Toulouse, il y a à peu près 2 mois maintenant, 3 mois. Oui, il y a 3-4 mois, ouais, c'est ça. Ce qui est assez beau, c'est à la fois toute la forme, la rigueur esthétique de la chose. Il y a un plateau d'une noirceur éclatante, il y a un rideau de scène avec des choses de perles. On a l'impression qu'il y a un peu un passage comme ça qui se fait. On te voit débuter derrière ce rideau. Il y a une signification pour toi d'être au début caché des spectateurs? Un petit peu. Bon, déjà, c'est pour mettre bien sûr en avant la scénographie sur laquelle j'ai travaillé avec Gilles Rondeau. Et aussi pour mettre 2 espaces vraiment... Au départ, c'était l'idée de parler devant une frontière. C'était peut-être la frontière entre la Méditerranée et la frontière visuelle entre ce que peut être l'Afrique et l'Europe. Donc c'était un peu cette histoire-là d'imaginer l'Algérie et la France pour ce rideau de fil. Ouais, c'était un peu cette frontière-là. Et aussi peut-être la maternité, la paternité d'un côté et aussi moi de l'autre. Et alors ce qui est formidable, c'est que ça sert en fait d'écran pour l'image, donc ça aussi démultiplie complètement les visages. Il y a des espèces de stries comme ça sur les images qui sont filmées. Il y a des images qui sont très claires, très nettes, il y a des visages, il y a des expressions comme ça, puis il y a des images qui sont un peu plus floues, qui sont moins affirmées, qui créent comme ça une espèce de mystère. C'est ce que tu voulais aussi C'est ce qu'on voulait aussi, l'idée c'était vraiment d'apporter à la fois une force au propos, mais aussi de temps en temps d'amener le spectateur
dans quelque chose d'assez vague, d'assez justement pas vague, il y a de l'eau, mais vraiment dans quelque chose de voilà, sans forcément l'amener dans un truc de très précis. Donc l'idée c'était vraiment, on amène le spectateur, on essaye de perturber aussi certaines sensations, d'amener des sensations qu'il faut. Voilà, notamment quand on ne sait pas trop où on est, voilà, pour perturber un petit peu. C'est pas juste qu'on n'avait pas nos lunettes 3D pour ouais, voir. C'est ça. Voilà, non, c'est normal, bon, ça va. Parce que j'aimerais qu'il était un petit peu. Je me suis dit peut-être que lui aussi, il a travaillé. Je crois que la source originelle de ce solo, c'est quand même une histoire très personnelle qui t'est arrivée. Tu es parti d'un fait tout à fait réel que tu as traversé, et puis tu as essayé de le distancer complètement sur scène. Et je crois pouvoir te dire, Bouziane, vraiment que tu y es arrivé. Parce que là, il y a à la fois une grande poésie qui se dégage du mouvement chorégraphique, mais toujours des références à des choses qui te tiennent à cœur. La religion, par exemple. Hein. Ça, tu aimes bien. D'ailleurs, tu en parles et tu dis des choses dans le cours du spectacle qui sont assez drôles, mais qui se sont déjà arrivées. Tu as un rapport avec ta famille sur cette question-là qui est quand même assez intéressant. Tout à fait. Ouais, donc la religion, moi, j'ai grandi dans une famille religieuse. Plus jeune, j'ai subi des violences sexuelles en Algérie notamment, donc voilà, je vais pas dire que je fais le rapport entre les violences que j'ai pu subir et la religion, mais quand même, c'est toujours lié, il y a toujours des petits liens qui se font. Et voilà, ma famille aujourd'hui, on sont toujours dans la religion. Moi, j'ai pris un autre chemin, je suis sorti de la religion, j'explique d'ailleurs dans les spectacles, par le corps, comment on peut justement se détacher de certaines choses ancrées dans le cerveau, parce que c'est vraiment la religion, c'est un ancrage très très puissant. Et donc voilà, c'est comment j'ai pu sortir un petit peu de ça. Et donc voilà, le rapport que j'ai aujourd'hui à ma famille, même si ça a beaucoup avancé, parce que voilà, le dialogue, le fait que mes frères et mes sœurs viennent voir le spectacle, ça apporte justement, je pense, ça leur apporte des réponses aussi, ils comprennent pourquoi ce chemin-là. Alors quand même, dans l'écriture du mouvement, il y a ce rapport à la prière quand même. Il y a une digression complète au niveau du mouvement. Tu travailles, tu installes complètement cette image qu'on a l'habitude de voir dans une mosquée. On est abreuvé de ce type d'image en ce moment avec tout ce qui peut se passer. Exact. Et tout d'un coup, toi, tu en fais plutôt une danse. En réalité, est-ce que tu l'avais vu comme ça avant, ou c'est le fait de travailler et qui t'a amené à développer un mouvement plutôt chorégraphique de ce geste un peu rituel? Ouais, ben justement, le mot c'est rituel, je pense. L'idée c'était d'imaginer un rituel, tout en passant par des états que moi j'avais pu... voilà. L'idée c'est quand je travaille, je pars sur de l'impro, j'essaie de retrouver des états qui à un moment donné dans ma vie m'ont marqué. Les états, ils vont donner une précision au geste, et pas l'inverse. Je pars pas de la gestuelle pour essayer de trouver un état, je pars vraiment de l'état pour essayer d'avoir une gestuelle voilà, qui correspond à ce que je ressens. Et ensuite, l'idée c'était là pour moi d'essayer d'amener tout ce qui avait été négatif dans ce rituel, en tout cas même il y a l'idée d'un couloir dans lequel on est fermé, et il y a très peu d'options d'ouverture. Voilà, l'esprit il est quand même très très contraint dans un couloir. Et donc comment on sort de ça, comment on sort de ce couloir C'est très stylisé quand même, il y a un moment donné, il y a une rythmique qui s'installe, il y a une vitesse d'exécution du geste qui fait qu'on est presque saoulé, quoi. Il y a un mouvement qui se déploie, tu vas tellement vite, tu l'interprètes tellement que tout d'un coup on a perdu le fil, en fait, tu nous noies dans l'exécution rapide. Ben ouais, moi c'est un peu aussi l'idée aujourd'hui que j'en ai de la prière, c'est-à-dire qu'on oublie l'essence de ce qu'est une prière. C'est-à-dire qu'à la base, c'est vraiment une connexion avec en tout cas, ce qui pourrait être Dieu, ou en tout cas... Et donc, voilà, cette vitesse, ce rituel, c'est un peu pour expliquer que tout est devenu mécanique, tout est devenu machinal. On va à la mosquée, on écoute ce que l'imam nous dit sans forcément réfléchir à soi et sa position. Moi, aujourd'hui, je vois même ma mère, aujourd'hui, quand elle va à la mosquée... elle a plus l'autocritique qu'elle pouvait avoir. Ce que dit l'imam, c'est comme ça et ça peut pas être autrement. Et donc ça rentre dans ce mouvement très... Alors justement, dans la communauté musulmane, comment est appréhendé ce solo? Est-ce que tu l'as déjà présenté? Parce que j'imagine qu'autour de toi, il y a pas mal de gens qui suivent ton travail, d'autant que tu viens quand même du milieu du hip-hop, donc né dans des quartiers, né peut-être dans la rue carrément, comme tu l'as peut-être vécu. Comment ça a été ressenti? Bon, la plupart du temps, c'est assez bien accueilli parce qu'il y a vraiment une réflexion. C'est pas... Souvent, on peut penser qu'il y a un jeune qui sort de la mosquée de l'islam parce qu'il a
parce qu'il a pété un câble ou parce qu'il a trop bu à un moment donné, il dit n'importe quoi, il est parti mais il va revenir demain. Donc là vraiment on sent que le fait d'avoir réfléchi pendant plusieurs années, parce que c'est une longue réflexion à cette thématique-là, déjà ça apporte, on ne veut pas dire du respect, mais les gens se disent il a fait un choix. Mais ça reste quand même difficile. Beaucoup pensent que c'est un choix. Je pense que la danse m'a fait péter un câble, que je suis pas forcément censé. De l'Occident. De l'Occident. Même du monde gay pour certains. Allez. Ouais, ça va jusque là parce qu'en plus c'est très. Bah oui, danseur. Oui, c'est exactement ça. Donc je l'ai entendu plusieurs fois. Après, il y a des gens que ça perturbe beaucoup, ils ne savent pas quoi dire, ils se retrouvent face à leur peur aussi. Parce que c'est vraiment se mettre sur les gens face à leur peur, quoi. Mais moi, ça m'a vraiment fait penser à Manta de Ella Fatoumi, qu'on avait eu la chance d'accueillir. Voilà, c'est peut-être le pendant. Et le fait est, ce sont deux artistes de religion musulmane qui se lancent dans une démonstration. Bien sûr, je crois qu'il y a beaucoup de choses qu'on accepte et qu'on tolère dans cette digression autour de la religion musulmane, parce que ce sont des musulmans qui l'interprètent, et manifestement, toi, tu étais très ancré dans la religion avant, donc ça prend beaucoup de sens. Quand même, est-ce que tu penses que dans les jours qui viennent, tu vas diffuser ce spectacle dans les pays du Maghreb, par exemple? Tu parlais de l'Algérie tout à l'heure. Est-ce que tu te vois danser solo en Algérie, ou pour toi, ça serait compliqué? Je sais que tu travailles beaucoup en ce moment dans cette zone-là. On me dit te croiser au Maroc, on me dit te croiser en Algérie. Alors je travaille beaucoup au Maroc. Bon, moi, je suis originaire d'Algérie, mais c'est vrai que pour l'instant, il y a un écho plus favorable, peut-être plus d'ouverture dans ce milieu-là au Maroc. Après, moi, j'ai la double nationalité. Je sais que, par exemple, le fait d'être sorti de la religion, je suis susceptible de faire de la prison, même en Algérie, parce que, donc il y a quand même des précautions à prendre. Affirmer en public que je suis plus musulman aujourd'hui, c'est quand même ce qu'on appelle l'apostasie. Et l'apostasie en Algérie, c'est toujours, même au Maroc, c'est encore avec les islamistes qui sont arrivés au pouvoir, même si c'est toujours le roi qui a la main mise sur un peu tout, il y a quand même une pression toujours de plus en plus forte, un communautarisme de plus en plus fort, même dans ces pays-là, même en France, et ça reste très difficile encore de pouvoir parler de ça. Moi, la première fois que j'étais en Algérie, on m'a dit c'est vous les Européens qui avez un problème avec la sexualité, c'est pour ça que vous en parlez. Et nous en Algérie, on n'a pas de problème, on n'a pas besoin d'en parler. Voilà. Donc, c'est beaucoup plus simple. Oui, c'est beaucoup plus simple. Et après, bien sûr, mon idée, c'est de pouvoir le jouer là-bas, parce que la thématique, ça s'adresse aussi à des publics que j'aimerais qu'ils puissent dire c'est quoi leur souffrance, aussi leur besoin de trouver leur liberté. Donc c'est un peu cette thématique-là. C'est formidable. En tout cas, faut aller absolument voir Réversible, qui fait déjà beaucoup parler de lui au Centre de développement chorégraphique, dansé, chorégraphié par Bouziane Boutelja. C'est du 10 au 20 juillet. Et alors cette fois-ci, j'espère que c'est bien à 17h30, parce que sinon, je rends mes notes. C'est extrêmement compliqué de s'y retrouver. En même temps, en tout cas, oui, c'est un moment... ce qui est assez étonnant dans cette programmation exemplaire du Centre de développement chorégraphique, c'est que sans le savoir, il y a plein de correspondances qui se font sur les nouvelles technologies, entre les spectacles, sur l'intrusion de l'image. Et pour faire un hommage à un ami très cher qui nous a quittés, que vous avez peut-être connu, qui est Christian Ferry, il disait que c'était l'inconscient collectif des artistes. Donc à des moments, on se retrouve cette année avec des cyclos blancs, de l'image, de la musique en direct, alors que les autres années, c'est pas exactement ça. Donc là, il y a une chose comme ça commune à tous les artistes qui sont présents sur le plateau. En tout cas, on est toujours en direct sur l'écho des planches sur 100.1 FM. On est podcasté aussi, on peut aller sur le site. On passe le micro et voilà à Franck Micheletti, qu'on a évidemment plaisir à recevoir. Lui, il se produit tous les jours jusqu'au 12 juillet. Allez-y vite à la parenthèse chez nos amis donc du dispositif Label Seine-Saint-Denis. Pour ceux qui n'ont pas la télé, je le montre. Franck Micheletti, on ne te présente presque plus à Avignon, puisque tu y passes assez souvent. Une des dernières fois, c'était avec Espasa Contratempo au CDC en 2010, mais peut-être qu'il y a eu des épisodes que j'ai ratés depuis 2015. Ta compagnie, tu l'as créée en 1996. Elle se distingue, je trouve, dans le paysage chorégraphique, avec cette particularité d'être collectif au moment où le milieu de la danse est plus sur l'idée d'une voix, un auteur. Toi et ton équipe, vous décidez à faire des mélanges, à mélanger les sources, la danse, le cirque, la musique live. Tu proposes des performances au moment où les gens se contentent de forme frontale, et dans un rapport traditionnel, je dirais que tu es une sorte d'électricité
électrons libres, avec une reconnaissance qui est réelle, tournée dans le monde entier, des projets multiculturels, on va en parler. Dans le texte pour le spectacle de la Belle Seine-Saint-Denis, tu dis Singapour-Nouakchott. Il faudrait 16h45 de vol direct pour relier 13 099 km qui séparent Singapour de Nouakchott. Il n'y a pas de ligne d'avion qui couvre cette distance. Rassure-moi, Franck, tu fais des pauses quand même quand tu vas d'un point à un autre de la Terre entre Nouakchott et Singapour. Vas-y, raconte-nous un petit peu ce nouveau goût que nous avons la possibilité de voir tous les jours à la parenthèse avec ce spectacle. Je crois d'ailleurs qu'il y a un petit événement qui s'est passé qui a un peu changé la nature du projet initial. Raconte-nous. Alors, bonjour, donc le démarrage du projet Singapour-Nouakchott, c'est la résultante d'une tournée à l'automne dernier dans 10 pays africains. Et c'était notre première venue à Nouakchott, en Mauritanie, où la danse contemporaine n'a pas vraiment encore eu lieu, on va dire. Donc, suite à cette tournée, j'ai fait la rencontre d'un jeune chorégraphe nommé Pape Fall, et qui est un danseur assez charismatique, assez incroyable. Et on a senti vraiment une envie commune et une envie de faire des choses ensemble de manière assez immédiate. Donc on s'est dit, ok, ça serait une belle suite, que je revienne à Nouakchott, qu'on travaille ensemble et qu'on essaye d'ouvrir une brèche pour une danse contemporaine en Mauritanie. Donc voilà, ça c'était... C'était avant. Ça c'était l'idée de départ. L'association avec Singapour et Nouakchott, c'était évidemment ce qui m'a séduit dans cette double destination, c'est l'écart qu'il peut y avoir entre ces deux capitales, l'une étant le paradigme de la mégapole, voilà, enfin, du numérique, de l'hyper-modernité. Et Nouakchott en fait est une ville au bord du désert, sur un littoral très venteux, avec un vent larmatan qui souffle qui souffle un air à 50 degrés, pas nécessairement d'éclairage public, quelque chose d'une ville, une très belle ville, je dirais, une très très belle ville. Bon, un grand écart entre ces deux contextes urbains. Et finalement, Sarah Tan, donc, qui est l'interprète de Singapour, a tout de suite aussi été très très séduite par Pape. Et en fait, je me disais que de glisser, de faire un portrait de cette double jeunesse mauritanienne et singapourienne, de faire un portrait où finalement des éléments de biographie glisseraient de l'un vers l'autre, malgré ce qui semble très dissemblable. Finalement, il y a aussi des liens très forts, et notamment le premier, puisque c'est notre langage, à nous tous là réunis, ce désir de danse qui est incroyablement imprimé chez Sarah et chez Pape. J'ai une intensité incroyable. C'est des gens qui dansent tout le temps, en fait. Voilà. Sarah, c'était la première fois qu'elle venait en Afrique, et en fait, pendant 45 jours, elle a dansé nuit et jour, quoi. Et Pape est quelqu'un qui a aussi un désir de danse assez incroyable, et voilà, il y a ce plaisir. Et je me suis dit, là, il y a une belle matière à suivre. Donc voilà, ça c'était un peu le projet. Et puis finalement... Alors pour arriver au changement de programme, donc Singapour-Nouakchott est devenu Singapour Going Nowhere. C'est ça. Voilà, parce que les autorités mauritaniennes ont refusé d'accorder le passeport à ce jeune danseur, malgré la promesse qu'il l'obtiendrait, malgré notre travail depuis janvier, malgré... et je le dis bien, hein, c'est la Mauritanie. Les Français nous ont aidés, il aurait eu le visa immédiatement, il y a eu des efforts diplomatiques très forts, l'ambassadeur a eu un rendez-vous avec la ministre de la Culture mauritanienne a rencontré Pape, et finalement...
alors, jusqu'à lundi dernier, on était suspendu à la bonne nouvelle qui s'est malheureusement transformée en mauvaise nouvelle. Voilà. Et du coup, à quoi tu attribues le fait qu'il ne puisse pas sortir de son territoire? Les gens n'étaient pas flattés qu'ils viennent à Avignon présenter la Mauritanie, qui n'est pas si courant d'avoir un danseur mauritanien au Festival d'Avignon. Ça n'a pas joué en ta faveur et en faveur de ce jeune artiste? Alors, je ne suis pas un spécialiste de la Mauritanie, mais on va dire que c'est une problématique très aiguë. Pour savoir qui va être citoyen mauritanien aujourd'hui, il y a des tensions assez fortes entre les arabo-berbères et les négro-mauritaniens, donc les populations mauritaniennes noires et les populations mauritaniennes d'origine arabe et bédouine. Il y a des tensions assez fortes. Sur ce recensement, il y a des problématiques énormes. Donc il y a toute une catégorie, et notamment les Noirs mauritaniens, qui ont un accès très difficile au papier d'identité, au passeport, et on peut se demander si c'est pas aussi au droit de vote et bien des choses. Alors du coup, on est resté auto-centré sur Singapour. Tu as remplacé le solo de Pape par un autre spectacle, une autre pièce. Tu peux nous en parler du coup? Ouais. C'est une forme duo, je crois, que tu as mis en place. Vas-y, raconte-nous cette partie-là du programme. Donc, et après, on retournera sur l'autre projet que tu as présenté avec Sarah Tan. D'accord, donc c'est un duo qui s'appelle Something Bigger, Something Better. Donc c'est un duo de deux danseuses, donc Sarah Tan et Victoria Anderson, qui avaient déjà travaillé avec moi. Et là aussi j'ai joué sur un rapport de complicité, un rapport de complémentarité, c'est-à-dire que c'est deux danseuses qui à la fois ont une énergie très forte et sont à la fois dans cette énergie à des endroits, démarrent à des endroits différents, mais se rejoignent à un point d'intersection qui fait un goût particulier à les voir rentrer dans des combinaisons chorégraphiques. Et donc du coup, on a un rapport entre ces deux femmes qui s'établit. Il y a la musique en direct, c'est ça? C'est toi qui fais aussi, qui envoie la sauce pour ce duo. Et donc, c'est précédé d'un solo très énigmatique finalement de cette jeune singapourienne que je connaissais pas dans ton travail mais que j'ai découvert. Et là aussi musique, rapport très incroyable avec la musique. C'est toi qui l'as composée cette musique-là? Tu as écrit toute la partition musicale? Je trouvais ça vraiment très fort, quoi. Et surtout le matin comme ça quand on commence à 10h de partir comme ça dans des grandes nappes de sons que tu nous proposes. C'est une danse quand même où il y a une énergie assez contenue par rapport au travail qu'on connaît de toi, et surtout le fait que moi j'étais habitué plutôt à te voir travailler avec des garçons comme Espaço Contratempo que tu avais présenté au CDC où vous étiez là aussi avec de la musique live, mais il y avait deux garçons